Allons-y. Bonjour. Allons-y. Merci à tous d'être présents donc, pour ce webinaire sur le DPEMD qui va vous être présenté par Claire Boutin, qui est notre directeur technique Cali Consult Immobilier. Juste pour vous donner quelques informations sur le déroulé, Claire va dérouler sa présentation et vous pouvez, pendant sa présentation, poser des questions dans le chat, qui est donc à droite de votre écran, et on reviendra sur ces questions à l'issue de sa présentation. On vous enverra aussi à l'issue du webinaire la présentation que Claire va vous faire et vous aurez accès à un replay. Voilà. Claire. Merci Audrey. Je laisse commencer. Merci, bonjour à tous. Merci d'être là, de l'intérêt que vous portez à notre présentation. Donc, l'idée, c'est de vous présenter effectivement ce qui arrive enfin, ce fameux DPEMD, donc diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets issus de la démolition ou rénovation significative des bâtiments. Voilà, que l'on appelle plus communément DPEMD. On a enfin un dispositif réglementaire complet. Donc, l'idée, c'est de vous présenter les nouveautés et ce qu'on attendait tant comme précision depuis la réglementation de l'an dernier. Donc, le contexte, c'est un petit rappel rapide que je vous fais, c'est le fait que dans le secteur du bâtiment, on génère 46 millions de tonnes de déchets chaque année, donc pour la moitié sur des chantiers de démolition, mais pas que. Donc, c'était déjà concerné par le diagnostic DGDD de 2011, la démolition, mais pas que. On a 36% de ces déchets qui sont issus des chantiers de rénovation, qui n'étaient pas plus concernés que ça, ou en tout cas moins précisément concernés jusqu'à présent. Donc, petit rappel aussi, les catégories de déchets qui entrent dans cette définition rapidement. Donc, en vert, les déchets inertes, qui sont pour 76%, donc 3/4 de ces 46 millions de tonnes, ce sont des déchets inertes, 20% des déchets non dangereux et 3% des déchets dangereux. Donc, au final, de réels déchets dangereux qu'on ne peut pas forcément réutiliser ou réemployer sont une proportion minime. La philosophie, le fondement de cette gestion des déchets de chantier, c'est de les quantifier, les trier, les mettre à disposition. L'idée, c'est d'économiser les ressources naturelles. On est dans l'esprit de l'économie circulaire. Et tracer, donc pour rendre compte de ce qu'on a fait effectivement sur son opération. Donc, comme je vous disais, le dispositif réglementaire est enfin complété. Donc, il a été complété par l'arrêté du 26 mars 2023, qui est paru le 29 avril de cette année, qui vient compléter le décret 2021-872 du 30 juin, la loi climat et résilience, qui ont inscrit ce diagnostic dans le Code de la construction et de l'habitation. Il nous manquait ce fameux arrêté. On a attendu un certain temps, 1 an et demi presque. Voilà, donc il vient compléter définitivement, en tout cas pour l'instant, et mettre en vigueur ce dispositif, puisqu'il n'était toujours pas en vigueur depuis la modification du CCH. On attendait cet arrêté pour qu'il entre en vigueur. Voilà. Donc, il est composé de 7 articles seulement. Donc, on a un A4, recto verso, et des annexes. Donc, des annexes qui sont 2 formulaires. Un formulaire de diagnostic CERFA avec sa notice, qui est aussi un CERFA, et un formulaire de récollement CERFA avec sa notice, qui est également un CERFA. Donc, on va voir ce que comporte cet arrêté dans le détail. Petit rappel également, quelles sont les opérations qui sont concernées. Donc, en effet, on ne parle plus de bâtiment, on parle d'opérations globales. La première, donc on a 2 conditions avec 2 critères à chaque fois
alternatifs, donc 2 conditions qui se cumulent avec à chaque fois 2 critères alternatifs. La première condition, c'est la nature des bâtiments de l'opération concernée. Donc, si mon opération comporte X bâtiments dont la surface cumulée de plancher est supérieure à 1000 m², je remplirai ma première condition. Ou bien, si sur mon opération, j'ai un seul bâtiment qui a hébergé, un seul au moins, qui a hébergé une ou plusieurs substances dangereuses ou une activité agricole ou industrielle ou de commerce, je remplirai également ma première condition. Et la deuxième condition, c'est la nature et l'ampleur des travaux envisagés. Donc la nature, c'est démolition ou rénovation significative. L'arrêté vient préciser ces 2 définitions. Donc la démolition portera sur au moins la moitié de la surface de plancher des bâtiments concernés, donc au moins de la moitié de la surface des plus de 1000 m². Une rénovation significative, c'est une destruction ou un remplacement d'au moins 2 des éléments de ce compte-œuvre qui sont listés ici. Voilà. Donc, si je prends des exemples concrets, si mon opération porte sur un seul bâtiment, par exemple un garage de 500 m², je ne vais pas remplir, en condition 1, je ne vais pas remplir la condition de surface, mais je vais remplir la condition d'activité, donc industrielle, on va dire. Et si je le démolis, eh bien, voilà, je remplirai mes conditions, donc mon opération sera soumise à DPEMD. À l'inverse, si je prends un IGH qui fait bien plus de 1000 m² de plancher et que je ne fais que remplacer, par exemple, l'ensemble des huisseries extérieures, je ne serai paradoxalement pas soumis, même si l'opération est d'importance. Voilà, de petits exemples. Donc cet arrêté nous donne des précisions sur quoi? Sur les modalités de transmission des diagnostics et des formulaires au CSTB. C'est l'article 2 qui dit que le maître d'ouvrage doit transmettre à la fois le diagnostic des PEMD et le formulaire, soit par courrier électronique à l'adresse de la plateforme du CSTB, soit directement sur une plateforme du CSTB qui a été créée pour ce diagnostic-là, pour la mise à disposition de ce qu'on appelle les gisements, qui s'appelle plateforme PEMD, et où il faut saisir ligne à ligne. Donc, soit on envoie ces documents par email, par courriel, en format PDF, voilà, tout simplement. Pour l'instant, le CERFA, enfin les 2 CERFA qui sont fournis dans l'arrêté sont au format PDF. On ne sait pas si le ministère va les mettre à disposition en format formulaire, qu'on puisse renseigner. Voilà. Ce qui serait plutôt pas mal. Parce qu'en papier, ça risque d'être très vite compliqué. Ensuite, si on choisit le dépôt sur la plateforme, ce n'est pas vraiment un dépôt, c'est une saisie de chaque information, chaque matériau, chaque équipement, chaque produit, saisie avec ses caractéristiques, ses quantités, ses localisations, etc., sur la plateforme. À la suite de quoi, le maître d'ouvrage obtient une attestation de dépôt qui lui permet de justifier qu'il a bien satisfait à ses obligations réglementaires. Voilà. Pour ce qui est du diagnostic en lui-même et du formulaire de diagnostic, ils doivent être déposés avant la signature des devis ou la passation des marchés de travaux. Quant au formulaire de récolement, lui, il doit être déposé 90 jours maximum après l'achèvement des travaux. Voilà. La procédure de dépôt est la même que ce soit pour le diagnostic et son formulaire ou pour le formulaire de récolement. C'est la même chose.
Alors, à partir de quand ce fameux dispositif entre-t-il en vigueur? À partir du 1er juillet 2023, c'est-à-dire pour toutes les opérations dont la date de dépôt de demande d'autorisation d'urbanisme sera postérieure au 1er juillet. Voilà. Donc, toutes les opérations dont le dépôt de demande d'autorisation d'urbanisme a été fait avant, vous n'êtes pas soumis à l'obligation du DPEMD. Si vous avez déjà fait réaliser un diagnostic de gestion des déchets sous la réglementation 2011, voilà, et que votre dépôt de permis de démolir a été fait avant 1er juillet, votre DGDD convient. Voilà, vous respectez la réglementation, il n'y a pas de souci. À défaut, la date d'acceptation des devis ou passation des marchés, c'est à lire dans le sens si je ne suis pas soumis à demande d'autorisation d'urbanisme. Voilà, c'est pas l'un ou l'autre critère, c'est si l'opération n'est pas soumise à demande d'autorisation d'urbanisme. Là, on prend la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés de travaux, qui, elle, doit également être postérieure au 1er juillet pour que l'opération soit soumise au DPEMD. Cette obligation, elle est assortie de sanctions. Donc, ne pas répondre à l'ensemble de ces obligations expose le maître d'ouvrage à une amende de 45 000 € maximum et en cas de récidive, à une peine maximale de 6 mois d'emprisonnement. Vous avez le droit de vous tromper aussi. Il est bien indiqué sur les formulaires et les notices qu'on a le droit à l'erreur et que si on s'en rend compte, on peut bien sûr la signaler. Voilà. Et puis, au titre de la réglementation sur la responsabilité élargie du producteur du maître d'ouvrage, il y a ou il y aura des objectifs réglementaires en termes de, pour l'instant ce n'est pas le cas, hein, mais en termes de pourcentage, de réutilisation, etc. Alors, entrons dans le vif du sujet, le diagnostic et son contenu. Donc, on avait jusqu'à présent un diagnostic qui était réglementé par l'arrêté de 19 décembre 2011 qui imposait de quantifier les matériaux, produits qui étaient présents sur un bâtiment. Donc maintenant, on va prendre l'opération dans sa globalité. Donc, on doit estimer toujours, ça n'a pas changé, la nature, la quantité, la localisation des matériaux, produits, équipements qui sont dans les bâtiments. Ainsi que tout ce qui est résiduel. Alors, ce qui est résiduel, ce sera tout ce qui peut être autre que construction, donc mobilier par exemple, qui serait à comptabiliser éventuellement dans l'estimation. La nouveauté, une des nouveautés, c'est qu'on doit indiquer la fonction de ces matériaux, produits, équipements. Ça permet de pouvoir, quand on les met à disposition pour un réemploi, réutilisation, ça permet au maître d'ouvrage qui est sur l'autre opération, celui qui va vouloir réutiliser, d'avoir plus d'informations là-dessus. Voilà, donc leur fonction. Nouveauté aussi, c'est estimation de l'état de conservation ou fonctionnement pour les équipements. On ne va pas jusqu'à la conformité aux réglementations diverses et variées qui peuvent concerner les équipements ou produits matériaux, par exemple, sauf si on a effectivement des documents qui attestent et qui nous sont fournis par maître d'ouvrage, qui attestent d'une stabilité au feu ou d'un degré coupe-feu, par exemple, ou une fiche technique ou une vérification périodique, par exemple, qui va donner un état vraiment réel de l'équipement. Voilà. Sauf si on a des documents qui le prouvent, cette estimation d'état de conservation et de fonctionnement, ce sera vraiment basique. Est-ce que ça fonctionne ou pas voilà. État de conservation endommagé ou en état d'usage ou en état... Enfin, voilà, ce sera vraiment quelque chose de général. Et puis, bien évidemment, donc l'estimation de la nature et de la quantité des produits, matériaux, équipements qui peuvent être remployés et ou recyclés. Donc, on a des définitions pour ça. On indique les possibilités de réemploi. Donc, c'est le réemploi, pour rappel, c'est vraiment déposer un matériau, un produit ou un équipement et le reposer
à l'identique, c'est-à-dire dans le même type de bâtiment, avec la même fonction, surtout celle pour laquelle il a été conçu. Voilà. Si je détourne son utilisation, ce ne sera pas du réemploi. À défaut de possibilité de réemploi, on indique les filières de gestion et de valorisation des déchets. Donc, un matériau, produit ou équipement qui n'est pas proposé, ce sont des propositions qu'on fait le diagnostic, hein, ça je le rappelle, ce sont des propositions, on peut très bien faire autrement sur son opération. Un produit, équipement, matériau qui n'est pas proposé au réemploi, pour des raisons diverses et variées, d'impossibilité de dépose sans altérer ses fonctions par exemple, deviendra de ce fait un déchet. Mais il ne reste pas forcément déchet si on dit qu'il peut être recyclé, réutilisé. Réutiliser, ça veut dire je vais refaire un traitement derrière pour pouvoir le réutiliser, ou valoriser, notamment valorisation énergétique, par exemple. Et donc, une fois qu'on a classé nos produits, équipements, matériaux, indiquer des filières, il faut donner des indications sur les précautions de dépose, de stockage et de transport, ainsi que sur les conditions techniques économiques. Donc, ces fameuses conditions techniques économiques font partie des précisions ou des définitions qui étaient vraiment attendues de la part de toute la filière vis-à-vis du ministère. On voulait vraiment savoir ce que comportait cette notion de conditions techniques et économiques. Et donc, ces notions ont été précisées, alors pas dans l'arrêté lui-même, mais dans les annexes. Voilà. Donc, on a notamment la notice qui est liée au CERFA de diagnostic. Donc là, je vous ai mis un petit exemple de ce qu'il y a à remplir, à renseigner dans le CERFA de diagnostic. C'est le tableau 1, donc, où on liste tout ce qu'on propose au réemploi. Voilà. Donc, tout ce qui est proposé au réemploi est listé dans le tableau 1 du CERFA du diagnostic, le 16-287-01. On va se familiariser avec ces numéros. Donc, on a le 16-287-01 pour le diagnostic et le 16-288-01 pour le formulaire de récolement. Et notamment, donc, cette notice, les notices sont très importantes, définit ce qui est attendu et ce qu'on entend par conditions techniques et économiques. Donc, les conditions techniques concernent l'existence de guides pour le réemploi de la famille de PEM qui sont considérés, qui sont proposés. Voilà. De guides aussi de bonnes pratiques à mettre en place pour favoriser le réemploi, des recommandations de dépose, de méthodologie, de stockage. Donc, il y a beaucoup de littérature aujourd'hui, beaucoup de guides, on a beaucoup d'associations ou d'entreprises, de fédérations aussi, la Fédération française du bâtiment émet des documents sur différents thèmes. Donc, il y a pas mal d'informations qui sortent régulièrement. Voilà, c'est un domaine, un sujet qui est très, très, très en vogue, qui est vraiment pris à cœur par pas mal d'entreprises. Donc, on a quand même beaucoup d'informations qui sont utilisables. Et les conditions économiques, donc elles portent sur l'intérêt économique présenté par le réemploi proposé. Donc, ça peut être le prix du même produit neuf qui est rédhibitoire par rapport au produit réemployé, par exemple. Ou alors quelque chose, un matériau qui est déposé qui aurait un intérêt patrimonial, ça peut être de la pierre par exemple, ça peut être un matériau qui a un intérêt spécifique intrinsèquement et où on dirait que c'est intéressant de le réemployer pour ne pas aller parce que ça pourrait être plus cher par exemple d'aller dans une carrière qui serait très éloignée, par exemple, récupérer ou puiser dans les ressources naturelles. Voilà, c'est l'idée. On peut aussi compléter ces conditions économiques par les coûts connexes qui seraient liés
à la dépose ou au transport, etc. C'est vraiment une vision globale de l'économie. Voilà. Ce n'est pas forcément mettre un prix à la virgule, mais une vision globale de l'économie de l'opération. Sur tous ces sujets, c'est important, primordial pour moi, d'échanger. Voilà. Si vous prenez un diagnostiqueur tiers indépendant à votre société pour faire ce DPEMD, c'est important d'échanger avec lui, avec la maîtrise d'œuvre, avec, je ne sais pas, éventuellement un AMO qui serait spécialisé sur l'économie circulaire, etc. C'est vraiment important de pouvoir échanger sur les objectifs que vous vous fixez éventuellement, ou si vous n'en avez pas au départ, votre position peut évoluer aussi au fil du temps, pendant la phase conception de votre opération, par exemple. Et donc, voilà, ce sont des choses qui peuvent être au fil par exemple, du diagnostic lui-même, de ce qu'on perçoit, des possibilités de votre opération, qui peuvent aussi modifier vos objectifs, voilà, au fil du diag. C'est possible aussi qu'il y ait des idées qui vous apparaissent à ce moment-là. Donc l'échange est très important. Donc voilà, quelques exemples, comme je vous disais, on a des guides qui existent. Donc là, c'est 2 exemples voilà, qui sont... je milite pour personne, voilà, c'est juste 2 exemples que j'ai à vous donner. Là, on a la Fédération du bâtiment qui a sorti des guides sur des matériaux bien spécifiques. Sinon, vous pouvez avoir aussi des guides qui sont régionaux, locaux. Là, on est sur la Normandie. Vous avez aussi parfois des régions qui imposent des gestions de déchets, des plans de gestion de déchets, par exemple. Parfois même avec possibilité d'inscrire une opération comme chantier test ou chantier phare avec des subventions. Mais c'est vraiment local, hein. C'est vraiment, il n'y a pas du tout au niveau subvention et autres, il n'y a rien de national et rien de réglementaire. Ça peut être voilà, une initiative locale qui est prévue. Pour tout ce qui est conditions économiques, on pourra se baser sur, pareil, soit des référentiels qui sont connus, reconnus, nationaux. Alors là, il y a Batiprix, c'est pareil, je ne fais pas de pub, mais c'est connu, voilà. C'est vraiment connu. Vous avez aussi la Fédération française du bâtiment qui fait des documents. Vous avez des plateformes comme CycleUp qui peuvent vous offrir aussi des pistes ou des plateformes locales, par exemple. Le local est très ancré dans l'état d'esprit aussi de ce diagnostic. On réfléchit beaucoup local. Voilà. Donc, il y a beaucoup de recherches à faire. Documentaires ou même sur le terrain, de contacts pour savoir qui reprend à proximité de l'opération, qui reprend quels matériaux, quelles en sont les conditions, à quel prix éventuellement, est-ce que on a des plateformes physiques à disposition ou des plateformes numériques, voilà. Donc il y a pas mal de recherches à faire en ce sens pour alimenter les propositions que l'on peut faire. Voilà. Après, donc ça, le diagnostic en lui-même, ce sont des propositions qui sont faites. Derrière, vous pouvez très bien soit les appliquer, soit avoir d'autres pistes, soit voilà, faire différemment. Vous pouvez réutiliser plus que prévu ou réemployer plus que prévu sur votre propre opération. Il n'y a pas de problème là-dessus, il n'y a pas de comment dire, d'obligation de coller vraiment aux propositions qui sont faites. Vous pouvez faire autrement, c'est ce qui est acté dans le formulaire de récollement, c'est vraiment ce qui a été réellement déposé, réemployé, réutilisé, valorisé ou mis en installation de stockage de déchets à la fin. Voilà. Le tout, c'est que vous puissiez justifier
Ça, c'est une obligation. Le corollaire du formulaire de récolement, c'est de pouvoir justifier des quantités et de ce qu'est la filière qu'elles ont suivie réellement. Voilà. Donc, par contrat avec une entreprise, contrat de vente avec une plateforme, etc. Voilà. J'en ai terminé. Je vous laisse nous poser des questions, si vous en avez, par l'intermédiaire du chat, bien sûr. Voilà, je suis à votre disposition pour y répondre. Merci Claire. On va patienter un petit peu pour voir s'il y a quelques questions qui te sont posées. Est-ce qu'il y aura un lien avec la plateforme Track Déchets? Je ne crois pas. Je crois que c'est vraiment deux plateformes différentes. En revanche, un process Track Déchets, bon, pour vraiment les déchets qui sont en installation de stockage, je pense que le téléchargement de votre BSD, DA ou autre, sera un mode de preuve attendu, si besoin, pour justifier de ce que vous avez déclaré vraiment en déchets sur la plateforme du CSTB. On a une autre question, Claire. Quid du recours à des AMO spécialisés pour établir le diagnostic? Je comprends pas bien la question, mais vous pouvez... Alors, l'établissement, la réalisation du diagnostic est de la responsabilité du maître d'ouvrage. Là-dessus, pas de souci, c'est clair. Vous pouvez faire intervenir un AMO ou un diagnostiqueur, enfin, peu importe son nom, mais un tiers, soit un tiers personne physique, soit une entreprise, à condition que ce tiers ou cette entreprise justifie que la personne qui va établir ce diagnostic puisse justifier des compétences attendues. Autant dans la réglementation de 2011, on disait qu'il fallait que ce soit un technicien compétent dans le bâtiment, je crois, personne compétente. Autant là, on a une exigence de Bac plus 2 dans le bâtiment ou 3 ans d'expérience. Voilà. Donc, il faut que cette personne puisse justifier de ces compétences-là et d'une assurance. Voilà. À partir de là, vous pouvez missionner un tiers pour faire ce diagnostic. Ouais. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. C'était bien le sens de votre question. On a deux autres questions. Si tu veux. Ah, bah non, il y a une précision de Sylvain. Là. Justement, il faut une compétence, donc le MO ne l'a pas. Alors, le maître d'ouvrage ne l'a pas, mais il peut avoir dans ses équipes, pourquoi pas, quelqu'un qui les a. Voilà, c'est pas exclu, en tout cas. Est-ce que le diagnostiqueur qui fait les préconisations, est-ce que c'est le diagnostiqueur qui fait les préconisations de réemploi? Oui. C'est une obligation dans le diagnostic, justement, de faire des préconisations de réemploi, des propositions, on va dire, qu'il fera de lui-même selon son propre ressenti et son propre jugement sur site. Mais il peut aussi, comme je vous disais, c'est là que ça devient vraiment nécessaire d'échanger avec la maîtrise d'ouvrage. Il peut aussi suivre le souhait du maître d'ouvrage qui souhaite réemployer tel et tel matériau qu'il a lui-même déjà identifié, pourquoi pas, sur son opération. Et il peut l'avoir déjà fait, lui, en amont de la nomination
du diagnostiqueur, ou alors ça peut venir aussi en phase pendant la conception. Voilà, ça peut arriver. Ça peut arriver que certains éléments, alors je ne sais pas, des luminaires particuliers ou des éléments particuliers de son bâtiment, il souhaite les conserver pour les réutiliser sur son opération. Oui. Comment se passe l'ajustement entre le document déposé avant travaux et le document de récolement? À ma connaissance, à ce jour, il n'y a pas d'ajustement. Il y a un premier état, on va dire, qui quantifie ce qu'on a sur l'opération et qui fait des propositions. Et on a donc un état estimatif, hein, c'est bien répété plusieurs fois dans la réglementation, c'est un estimatif. Et on a un document de récolement, donc là par contre, qui donne les quantités réelles avec des filières réelles suivies, à justifier. Donc les quantités réelles, ça peut être des bordereaux de suivi de déchets, ça peut être un contrat de vente ou de reprise par une entreprise d'économie circulaire qui va, je ne sais pas, vous avez des entreprises, Saint-Gobain par exemple, reprend les vitrages. Voilà. Donc là, vous aurez un quantitatif qui sera fait parce que vous aurez un contrat avec Saint-Gobain pour la reprise de vos vitrages. Donc là, vous aurez des justificatifs, des quantités et des filières qui ont été suivies. Mais comment dire, la différence la différence entre les deux n'a pas d'incidence. Et ça, c'est bien expliqué aussi, notamment dans les notices des formulaires qui sont annexés à l'arrêté. Est-ce que l'entreprise de démolition peut réaliser le diagnostic pour le compte du maître d'ouvrage au préalable de l'exécution du marché? Alors, non, pour deux raisons. D'une part, le diagnostic doit être fait avant la signature des marchés. Alors, à moins de contractualiser avec l'entreprise qui, elle aussi sera désignée pour la démolition, mais avant pour un autre titre. Et quoi qu'il en soit, doit être impartial et indépendant. Donc, ça ne peut pas être l'entreprise. Il y a une notion d'impartialité, d'indépendance, en plus des compétences attendues et du montant d'assurance attendu, voilà, qui est importante. Parce que pour répondre à monsieur, je n'ai pas votre nom, désolé, Sylvain, si une personne, si un salarié, un collaborateur qui est salarié du maître d'ouvrage a les compétences pour faire ce diagnostic, il faudra aussi pouvoir prouver à un moment donné que cette personne est indépendante par rapport à la maîtrise d'ouvrage, et l'entreprise, et etc., de l'opération. Merci Claire. Je vous en prie, avec plaisir. Écoute, je pense qu'on n'a plus de questions. On a encore 1 minute. Voilà, c'est la dernière ligne droite. D'accord. Bon, après, si vous... hop, non. De toute façon, s'il y a d'autres questions ultérieures, on est toujours. Est-il prévu un cadre réglementaire pour de plus petites opérations en dehors des conditions indiquées? Alors, il y a un décret qui est sorti il y a quelque temps. Il faudrait que je vous le retrouve éventuellement. Faites-nous un mail, je vous le retrouverai. Il y a un décret qui est sorti qui impose pour les opérations qui ne sont pas soumises à DPEMD que l'entreprise qui fait son devis pour les travaux indique une quantité prévisionnelle de déchets, je crois, et surtout la filière prévue. Je ne vais pas vous le donner là, mais faites-nous un petit mail. Je vous le retrouverai. Mais oui, il y a quelque chose de prévu. C'était un décret de...
l'année dernière ou 2021 qui concernait tout ce qui était travaux de jardiniers paysagistes, etc. Et, il me semble, les opérations qui ne sont pas soumises à des PEMD. Je vous retrouverai ça. Merci Claire. Bon, je pense que cette fois, nous n'avons plus de questions. Comme Claire le précisait, si vous avez des questions voilà, suite à ce webinaire, n'hésitez pas à nous contacter. On y répondra avec plaisir. Claire y répondra avec plaisir, tout à fait. Nous allons vous laisser terminer votre journée, enfin continuer, parce que terminer, on n'est qu'au début. On va vous laisser continuer votre journée. On vous remercie pour votre attention. Merci à tous. Vous aurez accès au replay de ce webinaire et on vous enverra la présentation. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.